Saviez-vous qu'à chaque instant, 4 horloges biologiques différentes se synchronisent parfaitement dans le corps d'une femme? Entre l'ovaire, l'utérus, la température et la glaire cervicale, rien n'est laissé au hasard. Pourquoi la température augmente-t-elle après l'ovulation? Et pourquoi l'aspect de la glaire change-t-il au cours du mois? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment ovaire, utérus et hormones travaillent ensemble. C'est le guide ultime du cycle sexuel féminin. D'abord, on va présenter le déroulement du cycle ovarien. L'objectif est de savoir les phases du cycle ovarien et leurs caractéristiques. L'animation suivante explique en détail le déroulement du cycle ovarien chez la femme. Plusieurs follicules primordiaux subissent une croissance synchrone pendant environ 3 mois, ce qui les amène au stade de follicule tertiaire, aussi appelé follicule cavitaire. Ensuite, il y a recrutement de 4 à 5 des plus gros follicules cavitaires et sélection finale du follicule dominant. Quelles sont les phases du cycle ovarien et leurs caractéristiques? La question qui se pose: à quel stade d'évolution se trouve un follicule ovarien lorsqu'il débute un cycle? Vous devez retenir qu'un cycle ovarien débute par un follicule cavitaire, aussi appelé follicule tertiaire. C'est le follicule dominant sélectionné. Le follicule cavitaire dominant achève sa croissance et se transforme en follicule mûr, aussi appelé follicule de De Graaf. Cette phase de maturation folliculaire est appelée phase folliculaire. Ensuite, le follicule de De Graaf subit une rupture. La rupture du follicule mûr entraîne la libération de l'ovocyte secondaire, bloqué en métaphase 2 de la méiose. Ce phénomène est appelé ovulation. Le follicule de De Graaf rompu qui reste dans l'ovaire se transforme en une nouvelle structure ovarienne appelée corps jaune. Pourquoi ce nom de corps jaune? Tout simplement parce que le corps jaune contient un pigment de couleur jaune appelé lutéine. Cette troisième phase du cycle ovarien, caractérisée par la présence du corps jaune, est appelée phase lutéinique. La question qui se pose: quel est le devenir du corps jaune? S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune régresse et perd son activité. En d'autres termes, le corps jaune dégénère, marquant la fin d'un cycle ovarien. En présence d'une fécondation, le corps jaune persiste et continue son activité pendant le premier trimestre de la grossesse. C'est le corps jaune gestatif ou corps jaune de grossesse, ce qui empêche le développement d'un nouveau follicule. Dans cette deuxième partie, on va voir la méthode de calcul de la durée du cycle ovarien. Il faut retenir que le premier jour d'un cycle ovarien est marqué par les règles chez la femme. Pour calculer la durée d'un cycle ovarien, on compte à partir du premier jour des règles jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes. Pour mieux comprendre, on vous propose un calendrier de 4 cycles ovariens chez une femme. On va calculer la durée du cycle ovarien pendant le mois d'avril, le mois du mai, le mois du juin et le mois du juillet. Les chiffres encadrés en rouge marquent les jours des règles chez cette femme. La durée du cycle ovarien pendant le mois d'avril est calculée de la façon suivante. On compte à partir du premier jour des règles, 2 avril, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, 29 avril. Faites le calcul, vous trouverez 28 jours. 6 plus 7, plus 7, plus 7, plus 1 égale 28. La durée du cycle ovarien pendant le mois de mai est calculée de la façon suivante. On compte à partir du premier jour des règles, 30 avril, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, 27 mai. La durée de ce cycle ovarien est égale à 28 jours. 7 plus 7, plus 7, plus 6, plus 1, égale 28. La durée du cycle ovarien pendant le mois de juin est calculée de la façon suivante. On compte à partir du premier jour des règles, 28 mai, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, 24 juin. Faites le calcul, vous trouverez 28 jours. 7 plus 7, plus 7, plus 3, plus 4, égale 28. On applique la même méthode pour calculer la durée du cycle ovarien pendant le mois de juillet.
On compte à partir du premier jour des règles, 25 juin, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, 20 juillet. La durée du cycle ovarien est égale à 26 jours. 7 plus 7 plus 6 égale 26. Pour calculer avec précision la durée du cycle menstruel, il faut suivre la méthode de calcul du nombre de jours du cycle pendant 4 à 5 mois. Cela permet de reconnaître le nombre moyen de jours entre chaque période de règles, c'est-à-dire la durée moyenne du cycle. En inscrivant chaque mois le premier jour des règles sur un calendrier, on arrivera facilement à savoir combien de jours en moyenne dure le cycle menstruel. Suivez bien pour comprendre la méthode de calcul. Dans cet exemple de calendrier menstruel, on a calculé la durée de 4 cycles successifs. Pour calculer la durée moyenne du cycle, on additionne le nombre de jours de chaque cycle. Ensuite, on divise ce nombre par le nombre de cycles. 28 plus 28 plus 28 plus 26 égale 110. 110 divisé par 4 est égal à 27,5, environ 28. Donc le nombre moyen de jours entre chaque période de règles, c'est-à-dire la durée moyenne de ce cycle menstruel, est égal à 28 jours. Comment calculer le jour d'ovulation? L'ovulation se déroule généralement une fois par cycle menstruel. Elle correspond à la libération d'un ovocyte secondaire prêt à être fécondé par un spermatozoïde dans les trompes de Fallope et à donner naissance à un embryon. Vous devez savoir que le jour de votre prochaine ovulation a lieu toujours 14 jours avant vos prochaines règles. Pourquoi le chiffre 14? Tout simplement parce que la durée de la phase lutéinique du cycle ovarien est toujours constante, égale à 14 jours. Donc le jour d'ovulation est calculé de la façon suivante. Le jour d'ovulation est égal à la durée du cycle ovarien moins 14. Pour mieux comprendre, on va appliquer cette formule mathématique pour calculer les jours d'ovulation dans les cycles ovariens du calendrier proposé. La durée du cycle ovarien pendant le mois d'avril est 28 jours. Donc le jour d'ovulation est égal à 28 moins 14. On trouve 14. Cela signifie que l'ovulation se produit le 14e jour du cycle. Pour déterminer le jour d'ovulation, on compte 14 jours à partir du premier jour des règles, 2 avril. Le jour d'ovulation est le 15 avril. On applique la même méthode de calcul pour déterminer le jour d'ovulation pendant le mois de mai. La durée du cycle est 28 jours. Donc, l'ovulation survient au milieu du cycle. 28 moins 14 égale 14. On compte 14 jours à partir du premier jour des règles, 30 avril. Le jour d'ovulation est le 13 mai. La durée du cycle ovarien pendant le mois de juin est 28 jours. Le jour d'ovulation est égal à 28 moins 14, donc l'ovulation se produit le 14e jour du cycle ovarien. On compte 14 jours à partir du premier jour des règles, 28 mai. Le jour d'ovulation est le 10 juin. La durée du cycle ovarien pendant le mois de juillet est 26 jours. Le jour d'ovulation est égal à 26 moins 14. Donc l'ovulation se produit le 12e jour du cycle ovarien. On compte 12 jours à partir du premier jour des règles, 25 juin. Le jour d'ovulation est le 6 juillet. Cette méthode de calcul s'applique quelle que soit la durée du cycle menstruel, 21 à 35 jours, à condition qu'il soit régulier. Le calcul exact de la date d'ovulation permet de déterminer avec précision la période de fécondité. C'est le moment où la femme est plus fertile durant lequel elle doit faire l'amour pour tomber enceinte. La période de fécondité est déterminée par la date de l'ovulation et la durée de vie des spermatozoïdes et de l'ovule. Pour tout savoir sur la méthode de calcul de la période de fécondité chez la femme, le lien de l'explication détaillée est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Dans cette nouvelle partie, on va présenter les caractéristiques du cycle utérin. L'utérus se prépare à la nidation. C'est le cycle utérin. Que signifie nidation? La nidation décrit l'étape au cours de laquelle l'œuf fécondé ou le jeune embryon s'implante dans l'endomètre de l'utérus afin de permettre à l'embryon de se développer. La paroi de l'utérus est constituée de deux parties, l'endomètre aussi appelé muqueuse utérine et le myomètre aussi appelé muscle utérin.
Chaque cycle, l'utérus présente des modifications qui affectent l'endomètre et le myomètre. On commence par la présentation des modifications cycliques de l'endomètre. Le cycle de l'endomètre comprend 3 phases. Le premier jour du cycle menstruel est marqué par les règles chez la femme, aussi appelées menstruations. Donc, la première phase du cycle de l'endomètre est nommée menstruation. C'est la période où surviennent les règles. Pour tout savoir sur les règles chez la femme, le lien de l'explication détaillée est indiqué en bas de la vidéo dans la description. La deuxième phase du cycle de la muqueuse utérine est appelée phase proliférative. Cette phase survient après les menstruations. Pour cette raison, elle est appelée phase post-menstruelle. La troisième phase du cycle de l'endomètre est appelée phase sécrétoire. Cette phase survient avant les menstruations, qui marque le début d'un nouveau cycle menstruel. Pour cette raison, elle est appelée phase prémenstruelle. Quelles sont les caractéristiques de chaque phase du cycle de l'endomètre? Les menstruations se caractérisent par la perte du revêtement de l'utérus, appelé endomètre, accompagné par un saignement. Les menstruations surviennent en moyenne tous les mois, sauf pendant la grossesse et après la ménopause. La phase proliférative se caractérise par l'augmentation de l'épaisseur de l'endomètre et la prolifération des vaisseaux sanguins. Le terme prolifération signifie multiplication. En plus, cette phase est caractérisée par l'apparition des glandes en tube. Pendant cette phase, les glandes en tube sont non fonctionnelles. Au cours de la phase sécrétoire, aussi appelée phase prémenstruelle, l'endomètre atteint son épaisseur maximale. Les vaisseaux sanguins deviennent spiralés. Les glandes en tube deviennent plus longues et sinueuses, donnant à l'endomètre l'aspect de dentelle utérine. Pendant cette phase, les glandes deviennent fonctionnelles. Elles sécrètent un mucus riche en un sucre complexe appelé glycogène. Toutes ces modifications qui affectent l'endomètre préparent les conditions favorables à la nidation et le développement de l'embryon en cas de fécondation. 2 cas peuvent ainsi se présenter. S'il y a fécondation, la muqueuse utérine persiste et se développe pour recevoir le nouvel embryon. Quelle est l'origine de l'écoulement sanguin cyclique et quelle est sa signification? S'il n'y a pas de fécondation, la menstruation survient sous forme d'écoulement sanguin qui marque le premier jour d'un nouveau cycle sexuel. Quelles sont les modifications cycliques qui affectent le myomètre pendant le cycle menstruel? Pendant la phase postmenstruelle, le myomètre se contracte d'une façon rythmique pour faciliter l'évacuation du sang menstruel et des muqueuses détachées. Ces contractions sont plus ou moins douloureuses. Pendant la phase prémenstruelle, le myomètre ne se contracte plus. On parle de silence utérin qui sera favorable à l'implantation de l'embryon en cas de fécondation. Dans cette nouvelle partie, on va voir les modifications cycliques de la glaire cervicale. La glaire cervicale est un mucus sécrété par les cellules du col de l'utérus. Elle forme un réseau de filaments au maillage serré, obturant l'orifice du col de l'utérus. La glaire cervicale subit des modifications au cours du cycle sexuel. En début du cycle, la glaire cervicale constitue un réseau dense et difficilement pénétrable par les spermatozoïdes. En période ovulatoire, les mailles du filet sont plus lâches et la glaire cervicale devient très perméable aux spermatozoïdes. En phase lutéinique, la glaire cervicale devient à nouveau difficilement pénétrable par les spermatozoïdes. Voici le résumé des modifications cycliques de la glaire cervicale au cours d'un cycle sexuel de 28 jours. Du 1er jour au 13e jour du cycle, c'est la phase postmenstruelle aussi appelée phase préovulatoire. Le 14e jour du cycle correspond à la période ovulatoire. Du 15e au 28e jour du cycle, c'est la phase prémenstruelle aussi appelée phase postovulatoire. Au cours des phases postmenstruelles et prémenstruelles, la glaire cervicale est dense et fibreuse. Elle est imperméable aux spermatozoïdes. Alors que pendant la période ovulatoire, la glaire cervicale est filante. Les mailles sont fines. La glaire cervicale est perméable aux spermatozoïdes. Les modifications qui affectent la glaire cervicale optimisent la fécondation.
La glaire cervicale ne laisse passer les spermatozoïdes vers l'utérus que quand l'ovule est proche d'être relâché par l'ovaire et qu'il est toujours fécondable. Donc, la glaire cervicale n'est lâche qu'au moment de l'ovulation. Dans cette dernière partie, on vous présente les variations cycliques de la température interne du corps de la femme. La courbe suivante représente la variation de la température interne du corps de la femme en degrés Celsius en fonction des différentes phases du cycle sexuel. Vous remarquez que pendant la phase post-menstruelle du cycle sexuel, la température interne de la femme est inférieure à 37 degrés Celsius. Juste avant l'ovulation, la température chute. À partir de l'ovulation et durant la phase post-ovulatoire du cycle, la température devient supérieure à 37 degrés Celsius. Donc chez la femme, la variation de la température interne du corps est un indicateur de l'ovulation. S'il n'y a pas eu de fécondation, la température retombe à son niveau normal juste avant l'arrivée des règles. Le résumé est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.